La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Excellent début de semaine. Dans l'actualité, le déplacement du chef de l'État ce lundi à Ouagadougou. Le président Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, est allé exprimer la solidarité de la communauté au peuple frère du Burkina, attaqué, vous le savez, vendredi par une attaque terroriste qui a fait plusieurs morts. À Lomé, ouverture ce matin de la première session de l'année de la Cour d'assises. 60 affaires à épulcher en 3 semaines. Quelques 100 prévenus défileront devant la Cour pour des crimes divers. Le premier a été jugé ce lundi, un acte de pédophilie. Les prévisions saisonnières pour mieux gérer les risques et catastrophes des agrométéorologues, hydrologues et climatologues du golfe de Lomé, réunis à Lomé pour 5 jours. Et puis, artistes togolais désormais sous le feu des projecteurs. La plateforme Catch and Earth vient de voir le jour pour votre visibilité. On en parle tout à l'heure en fin de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue aux 20h. Direction d'abord Ouagadougou, sur les lieux de l'attaque terroriste de vendredi. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, à ses côtés, le président nigérien Mahamadou Issoufou et l'hôte burkinabé Roch-Christian Mac Kaboré, à qui la CEDEAO est allée exprimer sa solidarité au lendemain de cette attaque meurtrière, attaque dirigée contre l'état-major burkinabé et l'ambassade de France, sujet sur lequel nous reviendrons. Il est en préparation. 3 semaines, c'est donc parti pour 3 semaines de procès devant la Cour. 60 affaires, quelques 100 prévenus à juger devant la Cour d'assises de Lomé. Elle a ouvert sa première session de l'année ce matin. Cérémonie au Palais du Renouveau à Kakaveli, en présence du ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Le récit de Félix Simdacha. Pour le compte de l'année 2018, c'est la première session de la Cour d'assises de Lomé qui va permettre aux membres de cette institution de justice d'examiner et juger des prévenus, des personnes présumées coupables d'infractions criminelles répréhensibles aux yeux de la loi. Ce qui est intéressant pour nous magistrats, c'est que la Cour d'assises, c'est une composition de la société. C'est la société qui est reflétée à la Cour d'assises. Parce qu'il y a des gens qui viennent de tout horizon, qui viennent s'ajouter aux juges qui ne sont que 3. Sur 9, il n'y a que 3 juges. Plus le président, le président et les 2 assesseurs, ça fait 3 juges sur 9. Et la décision se fait par vote. Quand on ne s'entend pas, on vote. Alors, on se dit, au niveau de la cour d'assises, il n'y a pas jeter encore un caillou à un magistrat. S'il faut jeter un caillou, c'est la société, puis c'est la société qui tranche. Nous, on fera l'essentiel, parce que nous sommes la partie poursuivante. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour démontrer que tel a posé tel acte ou ne pas poser, parce que n'oubliez pas que le procureur général ou l'avocat général, il doit aussi faire l'instruction à charge et à décharge. Auteurs présumés de délits tels le trafic international de drogue à haut risque, pédophilie, coup mortel, détournement de deniers publics, trafic de cocaïne, viol, homicide volontaire, séquestration et prélèvement d'organes sur mineurs, interruption volontaire de grossesse ayant entraîné la mort et complicité, tentative de vol qualifié et groupement de malfaiteurs. Durant 3 semaines, ils vont être une centaine d'individus, tous impliqués dans 60 dossiers qui vont comparaître par devant cette cour exceptionnelle composée de magistrats ainsi que de jurés pour répondre de leurs actes. Par l'engagement ferme de chacun de nous, la justice doit quitter les sentiers battus pour emprunter la voie royale de l'honneur, de la dignité et emporter l'adhésion de nos concitoyens pour qu'à l'issue de chaque procès, que les justiciables, à tort ou à raison, ne crient plus au scandale, dénoncent la partialité ou la corruption du juge, ou tout en considérant que celui-ci a tout simplement fait son travail, déplore la lenteur ou la vénalité de la procédure. Quelle que soit l'issue que connaîtront les différentes affaires programmées, chacun des intervenants aura en toute âme et conscience accompli sa mission et permis à chaque accusé d'être fixé sur son sort. La présente session d'assises, première de l'année en cours, a été possible grâce à un appui financier de l'Union européenne et du gouvernement togolais, raison pour laquelle le président de la Cour d'appel a salué les 2 parties pour les efforts qu'ils déploient en faveur de la population carcérale à travers la mise à disposition des moyens pour l'organisation périodique des sessions d'assises pour permettre aux prévenus d'être situés sur leur sort.
Il a par ailleurs remercié le gouvernement et ses partenaires résolument engagés dans les actions visant à moderniser la justice togolaise et rapprocher la justice des justiciables. Et voilà pour la cérémonie d'ouverture. Et en première audience, aussitôt l'ouverture finie, une affaire de pédophilie. Le sieur Seydou Moussa a comparu pour un acte, attention aux oreilles sensibles, un acte de pénétration sexuelle sur une mineure âgée de seulement 7 ans. Les faits remontent à novembre 2014. Le reportage, Samuel Debé, Félix Simdacha. Jour 1 des assises de Lomé et premier prévenu à comparaître par devant la cour, le sieur Moussa Seydou. Sa faute, un acte de pédophilie, un crime prévu et puni par la loi togolaise, en l'occurrence l'article 393 du Code de l'enfant. En effet, le prévenu Moussa Seydou, né en 1986 à 56 de nationalité togolaise, mécanicien de son état, domicilié et demeurant à Lomé au quartier Agouezongo, marié et père de 2 enfants, s'est rendu coupable de ce qui suit. Courant mois de novembre 2014, aux environs de 19 h, le prévenu était dans sa chambre en train de regarder la télévision quand la fillette de la voisine, colocataire, alors âgée de 7 ans, y est rentrée. Il a alors entrepris de s'amuser avec elle lorsqu'à un moment son pénis s'est mis en érection. Il s'est alors couché et a fait coucher celle-ci sur lui en prenant soin de la déshabiller et d'enfoncer son sexe dans son appareil génital. Malade quelques jours plus tard et conduite à l'hôpital, les infirmiers décèlent qu'elle a été victime d'une agression sexuelle. Interrogée, la fillette a dénoncé son bourreau, le sieur Moussa, qui a reconnu les faits. Un acte que l'avocat général plaide que le présumé soit puni conformément selon les dispositions de la loi. 72 kilos, 1,85 m, 29 ans. Imaginez, monsieur de la Cour, une petite fille de 7 ans, entre les mains, entre les bras, je ne sais pas de le colosse, ce serait péjoratif, mais de ce monsieur, de cette créature, des mains qui les traînent, comme pour faire rentrer dans une bouteille de viande, une chose d'une conférence impossible à rentrer. Imaginez ce que va sentir la petite de 7 ans lorsqu'il finit par faire rentrer son sexe, même si c'est de la tête. Si c'est une bouteille, elle va s'abîmer. Monsieur le Président, quand vous voyez cette scène, pour une petite de 7 ans, vous êtes des pères de famille, vous êtes des mères de famille. Imaginez une fille de 7 ans qui subit ce supplice-là. Comment il appréhende l'homme masculin? Comment elle pourra l'appréhender quand elle voit plutôt un homme? Comment elle va se sentir? Je ne vous le dis pas. Cette fille est appelée à se marier. Et quand se marie, il y a les devoirs conjugaux. Et nous savons tous que le point n'est stable que lorsque la femme répond aux demandes de l'homme. Nous le savons tous, nous sommes tous des grandes personnes ici. Alors, posez-vous la question de savoir, cette phobie créée par l'acte là, si l'enfant transporte cette phobie là jusqu'à son mariage, que sera son foyer? La politique pénale, vous le savez, tout comme moi, veut qu'on réprime les infractions soit répétitives, soit des infractions qui causent un trouble sérieux à l'ordre public et à la société. Et la pédophilie en est une. Vous en tiendrez compte dans vos délibérations, Monsieur le Président. Au vu de tout ce qui précède, je requiers que vous plaise, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, de le condamner au minimum de la peine, c'est-à-dire 10 ans de réclusion criminelle. Pardon pour l'acte posé, sinon le péché commis, comme il le dit, c'est la doléance du sieur Moussa et de la défense. Le pardon est certes valable, mais la loi doit s'appliquer. Ainsi, 10 années de réclusion ont été retenues par la Cour contre le prévenu. Ce que le dossier a révélé, apparemment, ce n'est pas la sanction qui est sortie. Mais il faut reconnaître que nous sommes dans une société où le crime de pédophilie fait un peu ravage. Je pense que c'est pour donner un exemple, pour sanctionner. C'est pour ça que la Cour a rendu cette décision. Mais toujours est-il que
à la défense, nous sommes un peu déçus. Il faut dire la vérité. Moi-même, je suis déçu. Actuellement, moi, je n'ai rien dit. Pour ma part, je demande pardon. On n'a qu'à lui pardonner pour le libérer. Sinon, on n'a rien à dire. On ne sait pas comment dire ça. C'est pardon, on demande. Content ou pas, dans le camp de la défense, le droit a été dit et la justice rendue afin de décourager les éventuels prédateurs sexuels qui, contre les bonnes mœurs, choisissent le chemin de la dérive sociale à travers ces pratiques. Et voilà donc pour la première audience, il y en aura d'autres et ce durant 3 semaines. Et juristes et praticiens du commerce, journalistes, tous ensemble pour un seul et même exercice depuis ce matin, mieux comprendre la législation communautaire de la concurrence dans les États membres de l'UEMOA. En clair, maîtriser les règles qui sous-tendent la concurrence. L'institution veut tout simplement davantage assainir l'environnement des affaires dans l'espace comme c'est le but. Rufine Komaklo, Clarisse Atikle. Les mauvaises pratiques concurrentielles liées au comportement des entreprises sont préjudiciables à l'efficacité économique et à l'intérêt des consommateurs. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dans le souci de prévenir ces entraves et atteindre ses objectifs d'unification des marchés nationaux et la réalisation du marché commun, procède à la vulgarisation des règles de concurrence. Les juristes, les économistes, les journalistes et la société civile réunis à Lomé s'approprient justement ces règles. Le but de ces règles-là, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre du marché régional, qu'il n'y ait pas d'entente illicite, des abus de position dominante. Donc, ce séminaire-là est extrêmement important pour permettre à l'ensemble de ces catégories de personnes de s'approprier effectivement ces règles de concurrence. Il est important que l'appropriation de ces règles-là soit collective, afin que le marché régional puisse être fluide, afin que la compétition puisse s'exercer de façon tout à fait saine pour le bénéfice de nos économies et au final pour le bénéfice du consommateur. Les règles de la concurrence sont donc des normes qui régissent la compétition d'une part entre les entreprises, notamment pour la production, la distribution et la commercialisation des biens et services, et d'autre part entre les États membres de l'Union pour la définition et la conduite de leur politique économique. L'Union européenne soutient cette session qui fait partie d'une série de sensibilisations sur la législation communautaire de la concurrence dans les 8 pays de l'Union. Ceci pour contribuer aux efforts de développement de la culture de la concurrence dans ces pays. L'UEMOA agité par ailleurs, vous le savez, par le débat sur la bancarisation ces dernières années. Le taux est élevé dans les pays maghrébins, plus de 50%, alors que dans les pays UEMOA et même au-delà en Afrique noire, il tourne autour de seulement 15%. Une problématique justement abordée par Yahou, Gabriel Telou. Il vient de publier un ouvrage sur le sujet. Il y a bien des défis à relever, note-t-il. Fafa Dalveda, Sonia Medipo. Les causes profondes de la faible bancarisation au sein des pays de l'UEMOA ne sont pas attribuables systématiquement aux banques. Pour un plus grand nombre de personnes, c'est parce que les services offerts par les banques sont chers qu'elles prennent trop de frais et de commissions. C'est le constat fait par Yao Gabriel Telou, auteur de cet ouvrage intitulé « La problématique de la faible bancarisation au sein des pays de l'UEMOA ». Les grands défis à relever. À travers ce chef-d'œuvre de 156 pages, l'auteur fait un diagnostic profond des réalités de la bancarisation dans l'espace et les mesures prises pour pallier ce problème. Nous avons démontré par exemple que les instabilités sociopolitiques et économiques, les différentes entraves à l'initiative privée, comme la corruption par exemple, la vétusté et le manque des infrastructures ont porté un coup durant l'investissement, alors que c'est l'investissement qui crée la richesse. Et que nous avons estimé que tout ce que la Banque centrale a fait aujourd'hui, à travers les tests, les directives, les règlements, les instructions, pour promouvoir une bancarisation de masse, sont bonnes. Ces actions sont bonnes, mais insuffisantes, parce que les véritables déterminants de la faible bancarisation dont nous avons parlé tout à l'heure ne peuvent véritablement être impactés que par une intervention plus efficace de l'État.
L'ouvrage, au-delà de son caractère scientifique, est une œuvre littéraire écrite dans un registre courant et accessible à tout lecteur. Déjà, un lecteur peut avoir une idée sur comment fonctionne une banque et les avantages qu'elle donne. Et en dehors de ça, l'ouvrage est ouvert non pas seulement à un novice, mais également au cadre de banque pour réfléchir ensemble sur comment améliorer la densité des banques pour que les banques soient plus proches des populations. Comme c'est fait pour la sensibilisation, donc le niveau de langue ne causerait pas de problème pour tout lecteur. Ce roman est un plaidoyer auprès des autorités politiques pour une plus grande implication dans la mise en place d'un mécanisme solide de promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA. Yao Gabriel est économiste de formation. Il est diplômé en master banque et finance au CESAG à Dakar. Depuis 2017, il occupe le poste de chef service back office monétique. Et dans la foulée, ce nouvel indice de l'émergence en Afrique, le Togo classé deuxième pays ouest-africain en matière de développement humain, l'index de l'émergence en Afrique a pour ambition pour votre gouvernement de proposer une vision aussi proche que possible de la réalité vécue par les populations africaines. Les précisions, Joseph Amégan. L'Observatoire pour l'émergence en Afrique a rendu public la première édition de son index de l'émergence sur le continent. Ce nouvel indice vient de classer le Togo deuxième pays ouest-africain en matière de développement humain. En effet, pour la dimension thématique développement humain qui compte 5 indicateurs, indice d'éducation, ratio emploi-population, taux de participation des femmes à la vie active, taux d'alphabétisation et immigration des personnes qualifiées, le Togo se classe au 13e rang à l'échelle continentale et le deuxième dans la sous-région ouest-africaine. Outre le Ghana et le Togo qui occupent respectivement le premier et le deuxième rang, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso font partie du top 5 de la sous-région. Cette dimension a trait à la formation et à la constitution d'un capital humain qualifié. C'est donc une preuve qu'au-delà de la croissance économique, le processus de développement en cours au Togo prend en compte la dimension humaine avec l'élargissement des choix offerts aux populations. Le président de la République, Faure Sosman-Gnassingbé, a d'ailleurs axé son quinquennat sur les progrès sociaux, une vision qui se traduit par des investissements conséquents dans les secteurs sociaux, notamment la santé, l'eau, l'éducation, l'emploi, l'énergie, la formation, l'autonomisation, l'appui aux couches vulnérables. L'approche de l'index de l'émergence en Afrique est approuvée par le NEPAD. Elle classe les pays africains selon une approche méthodologique et adaptée aux réalités du continent. Et il vous souvient, le président Faure Gnassingbé, dans ses vœux à la nation en début d'année, annonçait une perte de 20% des marchés publics pour les femmes et les jeunes entrepreneurs. Le Centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo, Innovap, est revenu ce matin sur cette annonce du chef de l'État. L'exercice a consisté à expliquer la décision et à faire découvrir les opportunités qu'elle pourrait bien engendrer. Viviane Souvi, Gérald Agoudou. Le Centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo Innovap s'active pour occuper le quota de 20% des marchés publics offerts par le chef de l'État à l'occasion de son adresse à la nation le 3 janvier dernier au profit des jeunes et femmes entrepreneurs. Pour faciliter le processus, le centre livre ici les modalités pratiques de mise en œuvre de cette mesure. Il faut que déjà les femmes soient informées. Qu'elles soient informées et maintenant être formées pour pouvoir répondre donc aux exigences de cette mesure. Quand on dit marché public, donc il faut savoir monter un dossier d'appel d'offres. Donc c'est tout cela que nous avons voulu donc inculquer aux femmes aujourd'hui en collaboration donc avec la Direction nationale du contrôle et de régulation des marchés publics, pour que nos femmes entrepreneurs qui sont concernées, ainsi que les jeunes qui sont concernés par ce décret, puissent se mettre à niveau. Aujourd'hui, tout se met progressivement en œuvre pour atteindre cet objectif. 519 personnes sont déjà inscrites suivant les modalités d'entreprise formelle. C'est une nouvelle initiative que nous avons bien accueillie, que ce soit au niveau des structures chargées de la promotion de la femme, que
celle de la promotion des jeunes. Désormais, il ne s'agira plus d'être dans notre train-train traditionnel ou d'être dans l'informel comme nous avons l'habitude de le dire, mais c'est de se faire connaître, de se faire déclarer pour pouvoir jouir, pour pouvoir profiter de cette aubaine. Pour ce faire, le pays est subdivisé en 3 zones, Lomé et ses environs, de Tchévier à Blita, puis de Sotouboua à Saint-Cassé. Au-delà de l'opérationnalisation du site d'inscription, des séances de renforcement des capacités se poursuivent jusqu'au mois de mai prochain au profit des jeunes et femmes entrepreneurs. Notre deuxième titre ce soir, les prévisions saisonnières. Quel temps fera-t-il demain, dans 2 semaines, dans 3 mois? La certitude de la réponse pourrait bien permettre de prévenir et de mieux gérer les risques et catastrophes. Et c'est justement le but de la rencontre ici de ces agrométéorologues, hydrologues et climatologues du golfe de Guinée réunis à Lomé depuis ce matin. Exercice pour 5 jours. Les précisions de Krossi Amega Chassim Nabaka. Les changements climatiques ont entraîné ces dernières années la vulnérabilité du golfe de Guinée avec des risques majeurs d'inondation et des séquences de sécheresse. Comme stratégie d'adaptation, les agrométéorologues, hydrologues et climatologues des États membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel se retrouvent chaque année en début de saison pour élaborer des prévisions afin de mieux gérer les risques de catastrophes. Nous avons 3 domaines dans lesquels nous faisons ces prévisions. Nous faisons la prévision des dates de début de saison. Nous faisons aussi la prévision des séquences sèches les plus longues, c'est-à-dire les précédentes séquences sèches qui peuvent avoir un impact sur les cultures lorsqu'elles arrivent. Nous regardons également la fin de la saison. En termes de précocité ou en termes de tardivité, nous allons aussi regarder le cumul de pluie auquel nous attendons pendant cette saison. Et nous allons aussi faire la prévision, surtout pour cette année, n'est-ce pas, des débits des grands bassins pluviaux de la partie côtière de tous les 5 pays du golfe de Guinée. Les services en charge de la gestion des risques et catastrophes présents ont salué la tenue de ces assises, dont ils attendent beaucoup des résultats pour les aider dans la prise de décision. Le directeur général de la météorologie a indiqué que les résultats des travaux seront destinés aux acteurs du monde agricole et aux gestionnaires des ressources en eau. Voilà pourquoi il a exhorté les participants au travail bien fait. La rencontre bénéficie de l'appui technique et financier de la BAD, de l'USAID, de l'Agrimet et de l'ACMAD. Le projet Redis est aussi en mode de prévention. Il s'agit ici précisément de renforcer les systèmes sanitaires pour une réponse efficace contre les épidémies en cas d'apparition. Les acteurs s'approprient donc la stratégie. Séance ce matin dans Lomé commune et déjà dans les savanes. Reportage à suivre avec Lucassi à Lomé, Désiré à Lorige, à Tapan. Épidémie de la maladie à virus Ebola qui a surpris désagréablement les pays de l'Afrique de l'Ouest a mis à nu la faible capacité de ces pays à répondre ou à résister aux maladies. Le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies REDIC a été donc conçu pour pallier ces manquements. Il consiste à asseoir une stratégie efficace et rapide de renforcement des capacités intersectorielles nationales et régionales pour une surveillance collaborative de la maladie et la préparation aux épidémies. Ceci en jugulant les faiblesses des systèmes sanitaires humains et animaux qui entravent la surveillance. Ce projet va venir combler ces failles pour qu'à l'avenir nous soyons mieux préparés éventuellement aux différentes épidémies qui pourraient survenir, parce que ces épidémies ont un impact social. Les gens tombent malades, on n'arrive pas à les soigner, il n'y a pas de médicaments, et ce projet va venir renforcer toute l'organisation, les ressources humaines, pour qu'on puisse être mieux préparé aux éventuelles prochaines épidémies et que même de façon routinière, tous les jours, on puisse apporter les informations sanitaires pour que les décideurs puissent prendre les décisions opportunes par rapport à notre santé. Une riposte efficace des maladies en cas d'urgence et une réponse immédiate seront accentuées avec le projet REDIC. Ce projet axé sur 5 composantes est mis en vigueur depuis le mois de juillet 2017. Sa phase opérationnelle lancée le 1er février dernier a permis de faire la dissémination de la mission et des moyens d'action du REDIC. À terme, les acteurs au niveau décentralisé auront une meilleure connaissance de la stratégie des interventions du dit projet.
L'on peut se rappeler par exemple de l'épidémie d'Ebola qui a fait des victimes en Afrique de l'Ouest. Une épidémie qui a confirmé l'importance critique du renforcement des systèmes de surveillance des maladies et la nécessité d'une collaboration interpays permettant de détecter les foyers plus tôt et d'y répondre rapidement et efficacement. La synergie d'action désormais en amont se consolide. Le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest rédité activé vise un renforcement des capacités intersectorielles nationales et régionales pour une surveillance collaborative et la préparation face aux maladies. La vulgarisation du projet est à l'étape des savanes. Ces maladies, qu'elles soient animales, humaines ou environnementales, il faudra renforcer le système de surveillance de ces maladies-là sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est en collaboration avec les pays de la CEDEAO, parce que c'est pour faire suite à la maladie à virus Ebola qui a sévi dans la sous-région et qui a amené des pertes en vie humaine et des pertes économiques. Donc on ne veut plus de ces situations d'urgence-là reviennent encore dans les pays. Donc c'est pour cela qu'on se prépare avec l'aide de la Banque mondiale, du gouvernement togolais et des autres bailleurs à pouvoir mettre en place et renforcer ces systèmes de surveillance. Le projet a, comme on l'a présenté tout à l'heure, 5 composantes. Il y a la composante de surveillance, la collecte et la notification des données sanitaires. Puis il y a la deuxième composante qui est le laboratoire. Après, il y a une composante qui est la riposte dont j'ai parlé aussi. Et enfin, il y a les 2 dernières composantes qui sont la gestion et puis le personnel. Au niveau décentralisé des savanes, ils connaissent mieux le projet dans sa stratégie touchant les ministères en charge de la santé et de l'élevage en lien étroit avec l'environnement. Les actions désormais consolidées constitueront une réponse efficace face aux maladies avec l'implication de tous les acteurs travaillant donc en synergie. Il est 20h27. L'actualité à l'étranger. Le Nigeria et cette confirmation de Boko Haram. Le groupe islamique reconnaît détenir bel et bien les 110 élèves enlevés à Dapchi dans le nord-est du pays. Une confirmation obtenue vendredi par une médiatrice connue justement pour son rôle de médiatrice entre l'armée et le groupuscule. Nigeria, Boko Haram a confirmé l'enlèvement de 110 jeunes filles portées disparues à Dapchi, dans le nord-est du pays, après l'attaque de leur école le 19 février 2018. C'est une annonce de Aïcha Alkali Wakil, militant des droits de l'homme et avocate basée dans la région du nord-est du Nigeria. Cette dernière a déclaré avoir été contactée par une faction de la secte Boko Haram. Les filles seraient en sécurité et en bonne santé selon les propos de Boko Haram rapportés par celle-ci. C'est le deuxième enlèvement du genre. Pour rappel, en avril 2014, 276 collégiennes avaient été enlevées dans un internat à Chibok. Certaines avaient pu être libérées, d'autres n'ont jusqu'ici pas encore retrouvé leur famille. Voilà un petit souci, enfant, la fin de ce sujet. Cela dit, retour chez nous au Togo dans le reste de l'actualité. L'anniversaire du jour, 43e anniversaire de l'agence togolaise de presse ATOP. À l'occasion, le site officiel de l'agence a été lancé ce lundi par le ministre en charge de la communication. Cérémonie ce matin au siège Emmanuel Kalgora, Ferdinand Chassou. 1975-2018. Voici 43 ans déjà que l'agence togolaise de presse ATOP est portée sur les fonds baptismaux par décret présidentiel. Et depuis lors, l'agence se charge quotidiennement de la collecte, du traitement et de la distribution de l'information aux autres médias, tant nationaux qu'internationaux, ainsi qu'aux abonnés via son bulletin. Pour marquer ce jubilé de flanelle, plusieurs activités sont inscrites au programme, notamment le lancement de son nouveau site web www.atop.tg. Il est question de promouvoir la visibilité de l'agence togolaise de presse. Ce qui est inscrit au programme de cette activité, nous aurons des séminaires et des conférences débats pour renforcer la capacité du personnel. Les agents ont été recrutés un certain nombre d'années déjà. Maintenant, avec l'évolution, les réseaux sociaux, Internet, il faut que ces agents-là se recyclent pour être beaucoup plus performants. On avait avant les machines à taper, maintenant c'est les ordinateurs, des Android. Avec le ministère de la Communication, il y a des efforts qui ont été faits. Nous avions un site web qui est tombé en désuétude et aujourd'hui, avec un de nos partenaires, Café Informatique, nous avons un
un nouveau site web pour pouvoir être beaucoup plus performant. Le ministre en charge de la communication a pour l'occasion remis un lot de matériel informatique aux responsables de l'agence avant de féliciter tout le personnel pour son dévouement et son dynamisme dans le travail bien fait. Je voudrais, à l'occasion de cet anniversaire, réitérer toutes les félicitations du gouvernement, du chef de l'État, à tous les journalistes qui, dans des conditions difficiles, font tout pour que les dépêches puissent être publiées, puissent être réalisées, faites, et nous permettre de connaître la vie de notre pays. Aujourd'hui, à l'ère de la numérisation, il est vraiment important qu'une agence crédible, sérieuse, mature puisse apporter des informations sur la réalité de notre pays et quel que soit le domaine, le secteur d'activité. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doléances, un certain nombre d'instructions ont été données à la directrice de la TOP pour qu'on puisse voir comment satisfaire à ces doléances. L'agence togolaise de presse est composée d'environ 150 agenciers répartis sur toute l'étendue du territoire national, parmi lesquels des techniciens, des journalistes et du personnel d'appui. Une visite des locaux de la direction nationale de la TOP et du matériel de travail exposé pour la circonstance a mis fin à la cérémonie. Pour ce communiqué de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Depuis quelque temps, certains journaux et magazines sont édités et distribués sur le territoire national sans avoir été déclarés à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et ne disposant pas, par conséquent, d'aucun récépissé de déclaration de parution. Ces publications, souvent gratuites et distribuées dans des hôtels, restaurants, bars, centres culturels et autres, ne respectent pas les prescriptions de l'article 14 du Code de la presse et de la communication qui dispose notamment que toute publication nationale est soumise au fond de l'obtention d'un récépissé à une déclaration faite par écrit signé du directeur de la publication. Le directeur d'une publication doit être de nationalité togolaise, jouir de ses droits civils et politiques. Tout périodique doit faire mention de son tirage sur tous les exemplaires de chacune de ses livraisons. Par ailleurs, l'installation et l'exploitation d'une station de radiodiffusion sonore ou de télévision en République togolaise, quelle que soit sa nature, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation et à la signature d'une convention avec la HAC. Le président de la HAC rappelle le promoteur des organes de presse, écrits et audiovisuels que, conformément à l'article 10 du Code de la presse et de la communication, la majorité des propriétaires, associés, actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds ou autres participants à la vie financière d'une publication nationale doit être de nationalité togolaise. Sa participation doit être au moins égale à 51% du capital social. Dans le cas des sociétés par action, celles-ci doivent être nominatives. À cet effet, il est incessamment demandé à tous les organes de presse de se conformer aux dispositions ci-dessus rappelées. Les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi communiquée de la HAC. Et pour vous, artistes, plus de soucis pour votre visibilité. Cash Arts existe désormais pour vous un canal de communication autour de la thématique art conçu par le label musical Diamond, Blue Diamond. Plus de succès donc en perspective. Serge Tastom avec Ramdan Bassina. Promouvoir l'art et l'artiste au Togo et comment permettre à l'artiste de vivre de son art. Une problématique au cœur de cette rencontre. Le label musical Blue Diamond répond à cette inquiétude à travers le concept Cash and Art. Ici, artistes et promoteurs du concept décortiquent les différentes opportunités qu'offre Cash and Art à travers les réseaux sociaux. C'est la première édition. Hier, nous étions à Cotonou. Aujourd'hui, nous sommes à Lomé. C'est de faire partager avec les artistes, les acteurs culturels, des expériences de personnes qui connaissent le milieu et qui pourraient leur recommander un meilleur modèle économique. Les artistes le font par passion, mais derrière, l'art est un métier. Les gens qui sont dans l'art, s'ils décident de se consacrer qu'à l'art, on va lui mettre à disposition les outils modernes de rentabilisation. On ne peut pas inventer le talent, mais s'il a le talent, on va l'aider à rencontrer des gens
qui peuvent mettre en valeur ce talent-là et lui permettre de gagner de l'argent et de mieux gagner sa vie. L'expérience est aussi partagée par l'Ivoirien Eloge Couillot qui, de par son magazine Fest, a conquis des milliers d'internautes et a fait des artistes de renom dans son pays et dans le monde. Magazine artistique, il traite de plusieurs autres thématiques dont la fiabilité et la crédibilité de l'information, ce qui suscite de l'intérêt. Il y a 5 ans, on ne parlait pas autant de fuzz attendu. J'ai dit bon, allons-y doucement. Aujourd'hui, on sait que tout le monde est scotché à son smartphone. C'est du fait ça fait qu'aujourd'hui, même la télé se retrouve sur nos téléphones. Parce que c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps même de s'asseoir dans le fauteuil et allumer la télé. Même pour lire les journaux. Aujourd'hui, beaucoup d'organes de presse là, se sont adaptés à la situation. Aujourd'hui, c'est le téléphone, c'est Internet. Quand le travail, la communication est bien faite, mais si on t'a mis sur le net, tu as vu au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Mais si quelqu'un de loin là-bas l'apprécie ta musique, il dit mais c'est qui dont on parle tant? Il prend contact avec toi. Mais c'est parti. Tu vas te mettre à faire des tournées partout dans le monde. Les réseaux sociaux constituent de nos jours un repère par excellence pour la promotion de toute autre activité à l'instar de celle artistique. Le nouveau concept Cash and Art du label musical Blue Diamond entend donc révolutionner par Internet le monde artistique du Togo et lui donner une visibilité à l'échelle internationale en passant par la promotion des artistes. Retour à Ouagadougou, je vous l'annonçais tout au début de ce journal, retour sur les lieux de l'attaque terroriste de vendredi. Le chef de l'État Fornia Singbe était président en exercice de la CEDEAO. À ses côtés, le président nigérien Mahamadou Issoufou et l'hôte burkinabé Christian Marc Kaboré, à qui la CEDEAO est allée exprimer sa solidarité au lendemain de cette meurtrière attaque dirigée, vous le savez, contre l'état-major burkinabé et l'ambassade de France. Attaque qui a fait plusieurs morts. Joseph Amigan. Ce déplacement à Ouagadougou, au Burkina Faso, du chef de l'État, Faure Eswatini Singbe, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, traduit la solidarité des pays membres de la sous-région ouest africaine pour l'attaque terroriste qui a frappé le Burkina Faso. Le chef de l'État avait à ses côtés le président nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel. Le chef de l'État a témoigné au nom de la CEDEAO tout le soutien et les condoléances des pays membres de l'organisation au peuple burkinabé. Mesdames et messieurs, nous sommes venus comme un voisin à court quand il sent que le malheur a frappé quelqu'un qui est proche de lui. Nous avons appris avec effroi ce qui s'est passé ici le 2 mars quand il y a eu une double attaque dans la ville de Ouaga, attaque à caractère terroriste. Nous sommes venus d'abord pour présenter au nom de l'ensemble des peuples de la CEDEAO nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes innocentes qui ont perdu leur vie et aussi prier pour que les blessés puissent se rétablir rapidement. Nous sommes venus aussi dire au peuple du Burkina Faso que selon le principe sacré de la solidarité dans notre espace de la CEDEAO, le Burkina étant frappé, Ouagadougou étant frappé, nous nous sentons tous agressés. Nous sommes venus pour féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur rapide riposte efficace qui a certainement permis de limiter les dégâts parce que la visite que nous venons d'effectuer aussi bien à l'état-major général des forces armées du Burkina Faso qu'à l'ambassade de France nous montre clairement que les intentions de ces deux groupes étaient de faire le maximum de victimes. Et je crois qu'une lutte était d'efficacité de la riposte. Aujourd'hui, on aurait un nombre plus élevé de morts dans cette double attaque. Nous sommes enfin venus pour condamner de façon vigoureuse et ferme ces actes terroristes qui, depuis quelques années, sévissent
dans notre sous-région ouest-africaine. Et dire que, quels que soient les sacrifices auxquels nous devons consentir, nous devons tout faire pour que la paix et la sécurité règnent dans notre espace CEDEAO. Et je suis convaincu qu'avec la détermination des uns et des autres, qu'avec la courageuse initiative du G5 Sahel, que je salue, je voudrais ici féliciter le président du G5 Sahel et l'ensemble des pays qui sont membres de cette organisation. Et je crois qu'une solution définitive passe également par une rapide opérationnalisation du G5 Sahel. Monsieur le Président, je suis également venu vous dire toute ma sympathie et vous soutenir le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé et vous assurer de notre soutien. Si vous êtes dans le malheur, nous le sommes aussi. Le terrorisme est un phénomène international qui frappe n'importe où, n'importe quand. Aujourd'hui, c'est Ouaga, demain ça pourrait être une autre ville. Nous devons tout faire pour renforcer la coopération, car seul, on ne peut pas combattre le terrorisme. C'est ensemble que nous pouvons défaire définitivement ces malfaiteurs. Je vous remercie. Le président en exercice de la CEDEAO, Faure Sosmania-Singbe, et le chef de l'État nigérien se sont rendus sur les lieux de l'attaque avant d'avoir des séries d'échanges avec le président burkinabé Roch Marc Christian Akaboré. Ouagadougou a été le théâtre d'un double attentat contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées. Le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans du chef Touareg malien Liad Al-Ghali a revendiqué l'attaque menée en représailles à un raid de l'armée française dans le nord du Mali. Allez, on referme cette édition sur ce nouveau projet, toujours en faveur des artistes togolais. 4 Togo, il vient d'être lancé. Les précisions avec Albertine Yakine. Le projet du collectif des acteurs culturels traditionnels, lancé officiellement, vise à porter haut leur voix aux confins du territoire national à travers les langues locales. Initiative singulière à la coopération des artistes traditionnels du Togo qui prône la préservation de la paix, une volonté de vivre ensemble, gage de tout développement. Nous invitons toute la population togolaise à maintenir la paix. Le collectif est uniquement traditionnel. Vous allez constater que les artistes viennent d'un peu partout de ce pays et nous avons beaucoup chanté dans nos langues nationales puisqu'il faut aussi atteindre les populations qui sont à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on a opté chanter dans nos langues. Parce qu'on s'est dit c'est par ce canal on pourra vraiment atteindre les populations de l'intérieur et en tout cas de tout le Togo. Le secrétaire général du ministère de la Culture rassure les acteurs culturels de l'indéfectible soutien de l'autorité publique. Il les a encouragés à porter leur voix en matière de mobilisation des populations dans le but de pérenniser la paix au Togo pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour bâtir le Togo, restons toujours ensemble. Pour construire le Togo, restons toujours ensemble. Pour bâtir le Togo. Et voilà, c'est tout en musique que se referme cette édition quelque peu longue ce soir, dû justement à la densité de l'actualité. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Tchitchao, précisément dans la Causa, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.